le 2 était déjà une sorte de copie du 1, on peut dire, en termes de programme. Si le 3 est une copie du 2, à photocopie de photocopie, on commence à un peu voir l'encre déborder sur l'impression, quoi. 2025, c'est le 3e volet d'Avatar. 2009, le premier. 2022, le 2e. 2025, le 3e. Et potentiellement un 4e dans mais je crois que c'est un peu plus longtemps. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est 4, 5, 6 ans. Potentiellement 2029, j'ai cru voir. Si c'était plus. Ça aussi, ouais. Sachant qu'il y aurait a priori un trou chronologique entre le 3 et la suite. De ce que j'ai compris, il me semble que 2009 puis on a parlé 2029 puis 2031. Ça corrobore mes théories. Ok. Donc, est-ce que tu as envie de pitcher Ouais, je peux essayer, mais ça va être compliqué, je crois. Je vais être mauvais, mais je peux le faire. C'est ok. Alors, rappelez-vous. Du coup, on est seulement, je crois, 15 jours après la fin des événements de La Voie de l'eau. Et donc, Jake Sully et sa famille portent le deuil de leur enfant, dont j'ai oublié le nom. Ils ont 2 enfants ados, un qui est genre l'enfant raisonnable, l'autre qui est l'enfant fou. Ouais. Et c'est l'enfant fou qui est mort, hein, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est le plus guerrier. Ouais, c'est ça. Loak est encore en vie. Et donc, ils pleurent leur enfant et ils élèvent aussi Spider, leur enfant Rasta blanc. Neteyam, je crois. Netaram. Ils ont un enfant Rasta blanc qu'ils élèvent aussi, qui est un vrai humain, Spider. Et en fait, ils se disent ah ouais, mais comme il est avec nous, c'est trop dangereux, il va être cherché par, il va être récupéré par l'armée américaine, etc. Ouais. Du coup, ils décident d'aller le rendre à l'armée. Hein, c'est ça qu'ils veulent faire au début ? Non, au début, ils veulent le ramener. le ramener chez les navis de base du 1, quoi. Ouais, chez les navis de la forêt. Chez lesquels ont été établis un campement d'humains sympathiques. C'est ça, voilà. Qui sont le campement auquel ils vont quand la mère Navi, donc Zoé Saldana, est blessée. Neytiri. Ouais. Neytiri, exactement. J'ai vu le film hier, moi j'ai une mémoire qui dure que 9 heures, il faut savoir. C'est maximum. Malheureusement, le film en durait 3. Tout de temps. Et donc ils embarquent sur des navires volants de marchands des vents et ils se font attaquer par un nouveau peuple. C'est un peu l'argument de vente de ce nouvel avatar. C'est le peuple des cendres. Ouais. C'est des espèces de guerriers qui ont abandonné le culte de Eywa, qui est l'espèce de mère nourricière, déesse de Pandora, parce que leur village a été détruit par un volcan, donc ils se sont dit qu'en fait la nature n'était pas toujours sympa. Donc eux maintenant ils sont dirigés par une espèce de sorcière vaudou, et la sorcière vaudou va s'associer au colonel Quaritch, qui est donc toujours là, toujours sous sa forme sous son avatar Navi, et qui essaye de capturer Jake Sully pour le rendre à l'armée américaine pour qu'il soit jugé pour trahison, et qui en même temps cherche à récupérer aussi son fiston Spider, puisque c'est son géniteur officiel. Tout à fait. Bagarre, poursuite, siège, fuite, 3h15. siège, fuite, resiège, refuite, rebagarre et bagarre à la fin. Et voilà. Et on peut dire que, peut-être pour revenir un petit peu sur l'historique des films Avatar, le premier Avatar était à l'époque un succès absolu et bien sûr monstrueux de par, je pense aussi son aspect 3D, enfin un peu technique il faut aller le voir en salle pour profiter vraiment de l'expérience. Donc à l'époque le film avait été le film qui a engrangé le meilleur box-office de l'histoire de l'humanité, je crois. Si on considère l'inflation et tout ça, c'est Gone with the Wind qui gagne, mais Avatar 1 l'emporte si on considère pas ça. C'est moins raciste aussi. C'est vrai. Et encore que j'ai dit moins. J'ai dit moins. Donc, entre guillemets, l'argument de vente de Avatar 1, c'était la 3D. L'argument de vente de Avatar 2, qui donc arrive 13 ans plus tard, c'est le HFR, donc le High Frame Rate. En quoi ça consiste ? Ça consiste en la possibilité de changer le nombre d'images par seconde de certains plans. C'est-à-dire, la majorité des films sont projetés en 24 images par seconde au cinéma ou en 25 images par seconde à la télévision. C'est la vitesse raisonnable à partir de laquelle l'œil humain considère la fluidité de l'image comme étant une image en mouvement et ne voit pas la saccade entre les plans. À l'époque, au début du cinéma, on était plutôt autour du 16 images par seconde. C'est pour ça que quand on en regarde aujourd'hui, on a plutôt une impression un peu de saccade, etc. Pour les gens qui ont vu le film de Bigan, le tout début du film était filmé en 16 images par seconde. Donc le HFR permet de dépasser ces 24 et de faire potentiellement 48, 60. Je sais pas s'il va plus loin que ça, jusqu'à 120, mais il y a un plan à 1000 images, mais un seul. Ah ouais ? Non. Tu mens, d'accord. Et on peut être un peu confus
quand on découvre le HFR, du rendu potentiel, entre guillemets, jeu vidéo que ça peut donner, parce qu'en fait, c'est que dans le jeu vidéo qu'on a l'habitude de voir cette fluidité d'image, parce que les jeux vidéo, on y joue généralement à 60 images par seconde, voire davantage. Donc, on est habitué à ce genre de lissage et de clarté des mouvements, d'autant plus que là, dans Avatar, c'est des images beaucoup en CGI, ou en tout cas numériques, alors que par exemple chez Ang Lee, quand il avait expérimenté avec ça, on était quand même sur filmer des humains, donc on n'a pas le même sentiment. Là, on a vraiment un truc de... on sent plus le décalage avec ce qu'on est en train de voir, on n'a pas l'impression de regarder un truc réel. Mais dans le 2, il y avait quand même des effets, entre guillemets, de mise en scène qui étaient créés avec ces variations de HFR, parce que le film en entier ne tourne pas sur une seule cadence, mais en fait alterner entre les plans pour créer des moments de variation, de sensations étranges, etc. Et vous l'avez peut-être ressenti devant le film, devant ce Avatar 3, si vous l'avez déjà vu. Il y a des plans où on a l'impression d'une immense fluidité, et d'autres où, malheureusement, on a l'impression un peu d'une saccade, où on se demande un peu, tiens, c'est un peu étrange, tout d'un coup, les mouvements sont moins lisses, ça semble un peu étrange, etc. Et je pense que ça vient notamment, potentiellement, je sais pas si c'est une erreur, entre guillemets, mais plutôt, je dirais, une maîtrise déjà moins avancée de son programme technologique que dans le 2, qui est entre guillemets ce qui va motiver un peu notre critique, je pense à tous les trois aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un peu un film qui fait du rebâché, enfin qui nous redonne quelque chose qu'on a déjà vu, mais avec moins d'efforts, avec moins d'intention. Et le 2 était déjà une sorte de copie du 1, on peut dire, en termes de programme. Si le 3 est une copie du 2, à photocopie de photocopie, on commence à un peu voir l'encre déborder sur l'impression. Quoi. Ça fait penser aux images génératives où tu demandes de refaire toujours la même image en IA, c'est un peu ça. Quoi. Ça dérive un peu. Et dans le chat, on nous le dit, et en effet, le Hobbit avait été fait avec du HFR aussi, je crois. Ouais. Tout le film était HFR constant, non ? Je crois, Il me semble que tout était en 48 images secondes. Ouais, c'est ça. Et mais effectivement, en fait, je pense que c'est un bon point de se poser la question un peu de cet attirail technologique, parce que il y avait quand même une espèce de correspondance assez forte entre ce que nous racontent les films et ces innovations qui pourraient être de l'ordre du marketing sinon, c'est-à-dire que le premier film, c'était l'idée qu'on va quitter un peu notre réalité pour entrer dans un nouveau monde du numérique grâce à l'immersion promise par la 3D, et le deuxième, il y avait une espèce d'accord un petit peu évident entre la fluidité de la cadence d'image et le fait que c'était un peuple de l'eau et qu'on allait redécouvrir cette espèce de récif, etc. Et c'est à mon avis là-dessus d'ailleurs que le film que le deuxième film proposait un peu ses meilleures scènes, quoi. Le problème, c'est que comme tu l'as dit, là ça devient cette correspondance, elle est moins nette. Alors Cameron explique aussi le HFR pour des raisons très pragmatiques, qui est que sur certains plans en 3D, c'est plus confortable pour l'œil de passer à 48 en fonction de, par exemple, s'il y a des effets de strobe sur l'image, etc. Donc en fait, des considérations qui sont pas du tout, qui sont déliées totalement du récit du film, etc. Oui, c'est vrai. Pour un projet vraiment juste de confort, c'est ça, de confort, d'éviter les nausées, les maux de tête, etc. devant la 3D. C'est ça. Mais du coup, l'idée qu'il n'y a pas vraiment de correspondance entre ces évolutions technologiques et ce que nous raconte le film, parce qu'en fait, même ce peuple des cendres, on peut pas vraiment dire que ce soit un film qui soit spécialement dominé par les scènes de feu, les braises ou que sais-je. Ça fait que effectivement, la redite commence à se sentir assez sérieusement. Je pense que dans le cas du deuxième film, même si ça m'avait un peu quand même embêté l'idée qu'on doive un peu se retaper le premier 13 ans plus tard, il y avait une espèce de logique, je pense, assez belle qui opérait, qui est que, en fait, ce que visent les films Avatar, je pense, c'est moins un dépaysement que l'envie de retrouver un peu une sorte d'émotion primitive. Il y a beaucoup de gens qui avaient critiqué à l'époque le premier film en disant que la planète était finalement pas si exotique que ça, que tous les animaux ressemblent un peu à des chiens mais avec une patte en plus, etc. Et en fait, c'est vrai, mais il y a cette idée que, en fait, il faut en passer par une espèce de machine technologique pour nous faire redécouvrir des choses assez primitives comme marcher dans la forêt, toucher une plante, etc. Et c'était redoublé scénaristiquement par le fait que le personnage principal réapprenait les mouvements, appréhendait un corps d'une taille différente, etc. Donc on découvrait à travers lui. C'est ça. Mais il y avait même la première scène où il passait dans son corps d'avatar, il y avait assez directement l'image un peu d'un enfant qui apprend à marcher. Et donc il y avait cette idée que on va renaître
aidés par cette espèce de nouvelle technologie et redécouvrir un monde comme ça qui en fait n'est pas si différent d'une autre. Et le deuxième film, je pense, en tout cas sur certaines scènes, réussissait un peu à relever ce même pari, puisque du coup on refaisait un peu le premier film. En tout cas, il y avait beaucoup des scènes un peu clés qui étaient reprises, mais avec ce nouvel argument qui est le HFR, pour nous re-raconter encore une fois cette espèce d'émerveillement primitif à travers la découverte du récif, etc. Là, le truc, c'est que la formule va assez vite s'épuiser à force de refaire un peu le même film en boucle, d'autant plus que là, comme on l'a dit, il n'y a pas vraiment cette espèce de stratégie de mise en scène ou de technologie qui va avec. Et donc, en fait, on a surtout l'impression que ce côté film qui fait du surplace ou qui tourne un peu en rond sert une pure logique sérielle de dire on fait un nouvel épisode un petit peu à fréquence régulière. Et là, à la fin du troisième film, sans spoiler, mais on est quasiment exactement au même point qu'à la fin du deuxième, en fait, si ce n'est l'apparition de Varang, donc la chef du peuple des cendres. Et une petite évolution du personnage de Spider. Et une petite évolution du personnage de Spider, mais même, par exemple, une des promesses du 2 qui était le personnage de Kiri, donc qui est joué par Sigourney Weaver, mais qui joue une des enfants de Neytiri et Jake, qui a une espèce de relation privilégiée avec les puissances spirituelles, etc. En fait, on n'en sait toujours pas vraiment plus à ce niveau-là. La relation entre Quaritch et son fils est toujours cette espèce de truc un peu en dents de scie où un peu amour-haine. Et en fait, je me suis dit que ce qui était un peu triste, c'est que j'avais l'impression que c'était ce Avatar 3, un film qui avait en fait plus du tout d'horizon vers lequel tendre, quoi. Il n'y avait plus du tout cette idée que à la limite peu importe le grand spectacle, mais voilà, que c'était nourri vraiment par l'idée de nous faire redécouvrir quelque chose, de nous faire voir, il y a cette phrase qui revient tout le temps dans les films, mais là que c'était motivé par une pure logique un peu d'efficacité en fait, et j'ai trouvé ça assez triste. Éventuellement je pense qu'il y aurait une frontière en fait, une nouvelle frontière dans ce film là qui serait un peu moins claire, qui serait en fait le monde spirituel, puisque là il y a des plans qu'on n'avait pas dans les films précédents où Kiri va communier un peu avec Eywa ou essayer de communier, et donc on va passer dans une espèce de monde un peu mental comme ça. Il y a aussi une scène de psychotrope où comme ça l'image va se distordre, donc on sent qu'on est un peu à l'orée peut-être de ce qui aurait pu être un nouveau monde, c'est-à-dire s'affranchir un peu de la figuration au sens strict, sauf que non seulement c'est assez peu de scènes, et surtout je trouve que c'est des scènes assez ratées, et les espèces d'images spirituelles qui produit sont foncièrement banales, quoi. Bah ouais, en fait on commence à sentir que c'est une franchise qui a démarré il y a 16 ans, je pense, c'est ça maintenant. Et ouais, en fait, déjà à l'époque, il y avait des choses qui étaient datées. Enfin, tu parles justement de tout cet imaginaire spirituel qui est franchement hérité du genre New Age des années 60, hippie, flower power et tout. Je trouve que c'est carrément gênant en fait de voir la sorcière être dans des sortes de transe et tout. Il y a une espèce en plus d'exotisme racial un peu bouteux. Oui, c'est clair, ça fait penser un peu à un trope de chaman amérindienne. Franchement, tu te dis voir ça en 2025 dans un film, c'est un peu gonflant, quoi, un peu pas très imaginatif. Et puis l'horizon du film, moi j'en vois un et c'est un peu triste, mais pour moi l'horizon d'Avatar c'est le parc à thème maintenant, quoi. Le 2 c'était on va vous emmener dans l'eau, là le 3e c'est le feu, et en fait on le sent bien dans l'écriture, le fait que le film démarre 2 semaines après le précédent. On a vraiment une logique d'écriture sérielle, on n'est plus du tout dans le cinéma mais dans la série télé. On a vraiment l'impression de sauter d'un micro-climax à un micro-climax en permanence. Et le film, moi j'étais effaré de voir à quel point il bégait, il fait tout le temps 2 pas en avant, 3 pas en arrière. À la toute fin d'Avatar 3, au bout de quand même 3h17 de film, on a l'impression d'avoir pratiquement rien fait, quoi. Et le peu qu'on a fait en plus, c'est des scènes qu'on a vues dans le 2. On a les négociations avec le peuple des baleines, là, les Tulkun, pour qu'ils se rallient à la cause des Na'vi et du peuple de l'eau. On a toujours le conflit entre Quaritch et Spider qui n'évolue jamais. On a toujours ce qui était un peu le grand arc émotionnel du 2, la relation de Jake avec ses enfants, puisque c'est un père comme ça, militaire, assez dur avec ses enfants, qui veut que ses enfants méritent son respect et se plient à ses ordres, etc. Maintenant, il y a un fils en moins, mais Loak est toujours dans cette logique de vouloir prouver sa valeur auprès de son père et s'affranchir de son giron. Donc tout ça est extrêmement répétitif, je trouve. Et vraiment, voilà, moi je vois plus que ça, une espèce de logique de machine qui tourne un petit peu à vide pour juste le prochain épisode. On peut imaginer qu'ils nous feront découvrir encore une autre peuplade, encore un nouvel élément, mais
comme tu le disais, il n'y a plus rien dans la mise en scène qui nous permet d'amener vers ça un peu organiquement. Le précédent, il y avait le HFR qui, dès qu'on plongeait sous l'eau, là, l'image se mettait à se fluidifier. On voit tout de suite la logique de se dire on va être émerveillé sous l'eau de la fluidité des mouvements, des corps des baleines, des enfants qui se mouvoient comme ça sous l'eau, etc. Là, il y a une espèce d'arbitraire qui s'est mis en place et la mise en scène n'est plus du tout guidée par un impératif esthétique, un idéal artistique comme ça. Et voilà, pour moi, c'est le parc à thème, le jeu vidéo. Il y a pas mal de plans d'ailleurs, et je pense que c'était pas le cas dans les précédents opus, en vue subjective, c'est vrai. Il y a même carrément un moment où Loak tire au fusil en FPS, quoi. Et je me dis, en fait, ça y est, il y a eu un jeu vidéo cette année, Avatar, c'est vrai, qui est un monde ouvert d'ailleurs. Je trouve que c'est assez parlant. Là, en fait, ça y est, c'est le monde ouvert. On se dit que, voilà, on passe 3h17 autour du même récif que les 3h12 du précédent film. Et bien ça y est, en fait, maintenant, c'est notre camp de base, on va pouvoir aller explorer dans chaque film. Mais l'émerveillement est un peu parti, quoi, je trouve. Ce qui est intéressant en plus, vis-à-vis de la licence Avatar, et que tu as un peu touché du doigt tout à l'heure, c'est le fait que c'est une licence, mais qui s'est jamais démarquée par son univers. C'est un truc où je pense que même les plus grands fans de la saga Avatar sont pas des fans hardcore de l'univers comme peuvent l'être des fans de Harry Potter, du Seigneur des Anneaux, etc. Dans la mesure où c'est quand même beaucoup de tropes déjà connus, la planète, les chiens à 5 pattes, les militaires américains qui arrivent, etc. Donc les films Avatar était pas la force des films Avatar, c'était pas le développement de l'univers ou entre guillemets la découverte de nouveaux personnages, de nouveaux espaces, etc. Mais c'était la façon dont on les découvrait, ce que vous disiez. C'est fou quand on voit quand même toute la technologie et la machinerie déployée pour créer quelque chose de toute pièce. Tu dis, c'est quand même dingue qu'un type décide de passer, je sais pas, les 30 dernières années de sa vie de cinéaste à bosser sur cette franchise parce qu'il se sent investi d'un devoir écologiste pour la planète. Et tu te dis, en fait, ce gars passe maintenant sa vie dans des hangars avec des appareils technologiques sur lui, sur son corps, sur le corps des autres, etc. Pour faire quoi, en fait? Il y a un peu, il s'est mis tout seul dans une espèce d'impasse, en fait. La grande fresque écolo, à mon avis, elle n'est pas tournée à Hollywood dans des studios gigantesques avec des ordinateurs à dernier cri. Et je trouve que ce film commence à accuser le coup à ce niveau-là, quoi. On a l'impression qu'il fonce dans un mur, il est là, je bute, il n'arrive pas à passer la seconde, quoi. Mais en plus, le fait est que dans ce film-là, à part le nouveau peuple des cendres, littéralement tous les autres animaux un peu choses de l'univers, on les connaissait déjà. Tu as parlé des baleines, on a aussi le retour de leur monture, de rapport un peu... Il y a des calamars quand même, je crois, qui... avec les pinces dans la bouche, là, c'est vrai. Je peux pas dire que ça m'a sauvé les 3h17 de film. Ouais, bien sûr. Et on a aussi le climax du film qui consiste à peu près en la même... au même dispositif que celui du 2, même endroit, quoi. Au même endroit, les êtres humains reviennent pour chasser les baleines. Et pour autant, moi, ce que je constate dans le cinéma de James Cameron, qui est quand même un cinéaste exceptionnel, on peut le dire, il a fait des films exceptionnels, c'est qu'il a toujours eu la science du climax, de la grande scène très 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 longue de fin de film. Et on a beaucoup vu chez lui, entre guillemets, cette notion de triple climax, où à chaque fois on pense que c'est fini, et en fait non, et en fait non. C'était le cas dans Terminator 2, où à chaque fois qu'on pense avoir tué le Terminator, finalement il se transforme et continue à survivre. C'était le cas dans Avatar 1, où au fur et à mesure du duel contre Quaritch, on change de dispositif technologique de Quaritch pour arriver de plus en plus vers juste l'humain, quoi. Et dans le 2, il y avait aussi cette science-là avec le bateau qui coulait. Le final était excellent. Le final était excellent dans le 2. Il y avait une résurrection en plus de la maîtrise de Cameron et de l'eau. Titanic était un grand film pour ça, pour l'aspect horrifique de l'existence, quoi, de l'eau. Et le 2 renouvelait ça. Ici, dans le 3, j'ai l'impression qu'il y a un peu tout ce qu'il faut pas faire dans une scène de climax. C'est un peu tragique, mais j'ai l'impression que dans la scène d'action un peu prototypique et réussie, le principe de base, c'est on montre le champ de bataille, on montre tous les agents, tous les pions, un peu comme si on regardait une sorte de plateau de jeu. On dit ok, il y a ce gouffre, il y a ce truc, il y a telle troupe. Et maintenant qu'on a compris toutes les règles, on va s'amuser. On peut s'amuser, oui. Là, on arrive dans la scène, on découvre 3 trucs en même temps que tout le monde, cette sorte de tour, vortex magnétique bizarre. C'est vrai que c'est le bazar, quoi. Et les humains disent faites gaffe à ça, par contre. Hein. Et on est là, t'inquiète pas, sinon, je sais pas, bizarre. Traduction française, le flux démoniaque. Je trouvais ça énorme. Le flux démoniaque. C'est vrai. Et en fait, tous ces éléments-là arrivent de façon un peu désorganisée dans ce climax de fin qui paraît très brouillon vis-à-vis de ce qu'on a l'habitude de voir chez Cameron. De la même façon.
comme c'est une redite du précédent. En plus, c'est vraiment juste le 2 en moins bien faire battre quoi. Et il nous dit regardez, j'ai refait pareil, est-ce que c'est aussi bien fait? Et là maintenant tout saute aux yeux quoi. Avec en plus le moment où donc au début il commence à gagner sur les humains, l'arrivée des navis de cendres, et là il commence à perdre, où ça se passe vraiment en un plan. Je veux dire, les navis de cendres arrivent et instantanément le personnage de Sigourney Weaver dit on est en train de perdre et tout, faut que j'aille voir Ewa, genre laisse l'action se dérouler un petit peu, etc. On commence à en avoir un peu marre du personnage de Quaritch qui a vraiment une obsession pour Jake Sully. On commence à se demander mais frère, fais autre chose de ta life, sinon au bout d'un moment le rageux original. Mais donc ce climax c'est vraiment un échec, mais je dois reconnaître que les autres scènes d'action du film sont vraiment réussies. Je pense notamment à 2 scènes que sont la première attaque des navis de cendres sur le bateau volant, qui pour le coup qui est une des seules nouveautés un peu visuelles du film. Exactement. Cette espèce de mi-montgolfière, mi-tirée par des animaux. C'est ça. Et qui joue là pour le coup des éléments un peu spatiaux qu'il a disposés avant, c'est-à-dire des différents personnages qui s'envolent, qui tombent, des duels qui ont lieu dans les airs. Enfin, chaque personnage est développé par sa micro-scène d'action. Et notamment et notamment une autre scène qui est, je pense, la plus réussie du film, qui est le sauvetage de Jake par Neytiri de la station des humains, qui est vraiment une scène encore une fois très bien organisée, mais aussi parce qu'elle est un peu nouvelle, où c'est plus une logique de duel mais d'échapper, où il faut un peu trouver la manière de casser, même le décor est nouveau et ça fait du bien. Exactement. En fait. Ouais, c'est ça. Quand la scène est arrivée au bout de je sais pas combien d'heures de film, je me suis dit en fait d'être dans un espèce de hangar là, ça fait du bien. On respire quoi. Je ne pouvais plus de cette espèce de récif corallien là qu'on voit. Il aurait mieux fait d'enlever les effets spéciaux ici. Franchement, donnez-moi le fichier brut quoi. Non mais ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi Loïc, mais d'autant plus que je trouve que les scènes d'action ont un peu un truc en moins, disons que ce qui était quand même assez je trouve pas osé, mais à mettre au crédit du deuxième film par exemple, c'est que ça se terminait par la mort d'un des enfants de Jake quoi. Et là il y a quelques scènes comme ça qui sont assez sombres. Il y a une scène de presque meurtre de la part de Jake. Je révèle pas trop, même si le film ne va pas au bout de cette espèce de noirceur, c'est un peu décevant, mais il y a quand même cette idée que et en plus je trouve que ça produit une articulation un petit peu intéressante, un peu de la gravité de ce qui peut se passer, alors que les personnages passent leur temps à s'envoler. Et d'ailleurs le film commence sur une scène qui est plutôt jolie, où Loak vole en Ikran. Tous les mots sont des codes vraiment. Bref, donc il vole avec le fantôme de son frère décédé. Donc il y a cette idée que voilà, un petit peu il s'envole dans les airs et ça défie un petit peu la fatalité, etc. Ce truc avec les montgolfières qui sont abattus par le peuple de cendres et tout. Donc je trouve que le film aurait pu avoir un peu une espèce de beau duel, en tout cas à cet endroit-là, cette idée que en fait c'est un peu aussi le rêve du numérique, c'est-à-dire tout est possible, on peut s'envoler, et que le film soit ramené comme ça à la fin du deuxième à une espèce de gravité un peu primaire. Je trouvais que c'est assez beau, et là j'ai l'impression que le film ne peut plus le faire, mais pour des raisons industrielles en fait, c'est-à-dire qu'il est obligé de garder en vie tous ces personnages, et Quaritch et un tel et machin, pour pouvoir les faire revenir dans la suite et reproduire en fait les mêmes événements en boucle. C'est-à-dire que là, on se doute qu'à la fin Quaritch est pas vraiment mort parce qu'on ne voit pas avec ses hors-champs, Varang, son sang n'est pas réglé non plus en fait, et du coup je trouve ça dommage parce que là j'ai vraiment l'impression que le côté un peu adulte de Avatar, qui nous parle quand même du génocide d'un peuple, etc., va progressivement buter contre des impératifs qui sont purement extérieurs au film, quoi, qui sont mercantiles. Et... Surtout que la proposition du film de parler de ce peuple Na'vi corrompu par les soldats américains, un peu comme quand la CIA paye les djihadistes pour essayer de tuer de l'intérieur les gouvernements de certains pays, ou en fait mettent en jeu des coups d'État, comme au Brésil, pour essayer de lutter contre les populations. Exactement. Locaux, c'était vraiment une idée de départ excellente pour parler d'un film qui s'appesantit, qui raconte tout le gris qu'il y a à l'intérieur de ces peuples précis, au lieu de les considérer juste un peu bêtement comme les parangons de bonté de cet univers. D'autant plus, comme tu le dis, il y a d'autres éléments négatifs, mais il y a aussi chez Neytiri un malaise vis-à-vis du fait que ses enfants soient hybrides d'humains, et que du coup ça c'est une piste intéressante aussi, ça, qu'elle commence à ressentir de la haine envers ses enfants. Donc il y a plein de pistes comme ça dont on sent qu'elles ont été abordées au scénario, où ces idées ont été présentes,
mais qui semblent pourtant évacuées du film aussitôt qu'elles sont énoncées, quoi. Bah ouais, mais je pense que ce que Clément tu dis, c'est vrai. Je pense qu'il est. C'est pour la suite. Pour le précédent film, on nous avait dit que La Voix de l'eau, il devait être, je crois, 2e du box-office mondial s'il voulait se rembourser. Et en fait, il est sur des impératifs qui sont délirants. J'imagine pas devoir jongler avec un cahier des charges tel. En fait, c'est hyper compliqué. Et je suis d'accord que toutes les pistes qui sont lancées et qui sont à peine effleurées, ça montre un peu le fossé qu'il y a entre le premier Avatar et maintenant, où le premier Avatar représentait une espèce d'utopie d'un cinéma numérique où on allait découvrir des choses nouvelles, etc. Maintenant, j'ai l'impression qu'on en est vachement revenu. Moi, j'ai même eu une sensation d'émerveillement beaucoup moindre par rapport à La Voix de l'eau et encore plus par rapport au premier Avatar en salle. Et je pense que maintenant, il est aussi concurrencé par les jeux vidéo, les IA, enfin voilà, c'est devenu beaucoup moins spécial. Il y a plein de moments dans le film qui m'ont vraiment fait penser aux jeux vidéo, pas que les scènes en vue subjective. Et pour reparler aussi de ce peuple de cendres, je trouve que là aussi, il trahit un peu les idéaux qu'il mettait en place dans son premier film, où il entendait montrer que il essaie de faire un film un peu anticolonialiste, où il donne de la valeur à tous les êtres vivants, que ce soit des humains ou des navis ou des plantes, des animaux, etc. Et là, moi, je suis choqué à quel point de voir ce peuple de cendres, c'est une masse indifférenciée d'indigènes. À part leur chef Varang, les autres ne sont pas des personnages, même physiquement, on dirait qu'ils sont produits en série, quoi. C'est presque l'aveu du film de se dire, en fait, on a un VFX artiste qui a fait un perso, et on l'a copié, quoi. Et on l'a skin, mis, quoi. Ouais. Je trouve ça dommage, en fait. Je trouve qu'il est un peu en train de casser l'espèce de rêve qu'il essayait de construire, qui était un rêve un peu naïf, je pense un peu daté, un peu naïf, mais qui avait le mérite d'être fait avec le cœur et premier degré. Et là, on a l'impression qu'il est complètement dépassé par les impératifs mercantiles, comme tu le rappelais, et que voilà, maintenant il fait ce qu'il peut pour donner un peu à manger aux fans et essayer de dire, regardez mon univers, il y a encore plein de trucs à découvrir, venez dans mon parc d'attractions. Et c'est beaucoup moins intéressant, quoi. Mais j'ai l'impression que, pareil, cette idée de l'association Quaritch-Varang, elle est à la fois intéressante et en même temps, je trouve que ça pointe une des limites un peu du film. C'est-à-dire que dans le deuxième, il y avait cette idée que la frontière du premier film s'estompait un peu. Donc, dans le premier film, il y avait les humains, les navis, qui étaient un peu les colonisateurs et le peuple autochtone. Et dans le deuxième, ça commençait un peu à s'échanger, quoi. C'est-à-dire Jake était passé de l'autre côté, Quaritch lui-même restait idéologiquement humain, mais dans un corps d'avatar. Ils avaient Spider qui devenait plus ou moins leur fils, etc. Ça commençait un peu à se brouiller, et il y avait des choses assez intéressantes sur cette idée comme ça de l'hybridité, en fait. Mais là, j'ai l'impression qu'avec ce troisième film, en fait, presque parce qu'il n'y a plus de frontières, quoi. Il n'y a plus de bien et de mal objectifs un peu définis comme ça. Finalement, même Neytiri peut être un peu raciste, etc. En fait, puisqu'on sait que le film peut un peu tout se permettre, ressurgit d'autant plus les vraies limites philosophiques presque de Cameron, quoi. Et donc en fait, ce truc de l'alliance de Quaritch, à la fois ça va dans la logique de cette espèce de... Voilà, il passe d'un camp à l'autre, il est en train de plus en plus de devenir Navi lui-même, mais aussi, du coup, ça rejoue encore plus directement le génocide du peuple natif aux États-Unis. Et en fait, on a l'impression que c'est comme si lui-même n'avait pas compris que c'était plus du tout ça l'enjeu, quoi. En fait, le truc de les Indiens versus l'armée américaine, c'est archaïque, quoi. Et en fait... Avatar 1 avait pour lui cette espèce de singularité d'être un monde numérique presque en tant que tel, quoi, qui faisait que ça dépassait cette espèce d'opposition un peu binaire. Et là, on a l'impression qu'il a rebattu toutes les cartes et donc il sait plus rien faire d'autre que revenir en fait à cette espèce d'opposition un peu archaïque. Et typiquement, le peuple des cendres, c'est vraiment des barbares sanguinaires. Ils disent Cochise, le scalp. C'est ça, oui, c'est ça. En plus, ils scalpent, etc. Et donc, en fait, on se dit, est-ce que ça valait bien le coup de nous faire découvrir un monde à part entière pour en fait y rejouer encore ce même récit, alors que je pense que le film aurait pu être intéressant sur cette idée de la résistance à cette espèce de fluidité, quoi. C'est-à-dire Neytiri, par exemple, c'est intéressant, elle a des enfants qui sont un peu mêlés Avatar, Navi, donc il aurait pu avoir un truc intéressant là-dessus. Ça grince pas assez, en fait, quoi. C'est ça, le film va pas au bout, et du coup j'ai l'impression que la seule chose qui reste, c'est en fait
il a rebattu les cartes, il a tout mis à plat et en fait il refait les mêmes archétypes sempiternels qu'on a vu 1000 fois quoi. Et donc c'est d'autant plus tragique. Mais c'est vrai que dans le chat on nous parle de la romance hyper sexualisée entre Quaritch et Varang, mais en fait ce qui est dommage c'est que le film a 3h17, ce qui est donc énorme pour un film, et qu'en fait c'est très 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 peu développé quoi. Et à la limite on se dit ok c'est parce qu'il commence l'amorçage du développement pour le conclure dans Avatar 6, mais au bout d'un moment fais évoluer tes personnages dans un film, enfin je veux dire t'as du temps surtout c'est un énorme cliché de personnage féminin aussi quand même, la sorcière tentatrice. La scène, franchement la scène où elle lui fait prendre de la drogue là et tout, c'est nul. Qui est aussi en POV d'ailleurs. Ouais, c'est hyper gênant franchement je trouve. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo d'il y a 40 ans quoi. Oui, même comment elle joue. C'est un peu la fin de Far Cry 3. C'est vrai. Voilà. 2012. Moi j'ai pas la rêve mais j'avoue j'ai trouvé ça revu et très très pauvre au niveau imaginaire quoi. Et le seul personnage qui incarne encore pleinement cette hybridité dans le film là, dans ce présent film, c'est le personnage de Spider, qui malheureusement est un très mauvais personnage et qui est joué par un acteur qui est terrible, qui est très très mauvais. Moi je trouve c'est vrai que c'est un étonnant choix de cast. Toutes les répliques qui sortent, en fait peut-être qu'il joue pas si mal, mais les répliques qui sortent sont terribles. Un peu même à la fin là, il y a sans spoiler, mais il est plus ou moins accueilli par Eywa, voilà, dans cette espèce de, il rentre vraiment en connexion avec Eywa comme s'il était accueilli comme un vrai Na'vi lui aussi. Et je sais plus ce qu'on lui dit genre you are part of the people now, et il répond genre no shit. Qu'est-ce que ce stoner fout au milieu du film en fait quoi. C'est ça le skater californien. Toutes ces répliques sont comme ça quoi un peu, il arrête pas d'invectiver les gens en disant genre hey butthole what's up bastards. C'est vrai. C'est franchement un peu gênant je trouve tout cet arc là. Ouais. Et il y a quelqu'un dans le chat qui cite une des répliques sur la question de la famille. Ici, ce n'est pas la démocratie, c'est la famille. C'est ça, et que dit Jake. Et ça, je trouve, c'est typiquement un des trucs où on sent que le film bute sur des vieux schémas, quoi. C'est-à-dire que cette idée que Jake deviendrait un père toxique qui force ses enfants à sa discipline un peu de marine, etc., c'est pas inintéressant, quoi, comme idée de dire, finalement, il lui reste quand même des choses de son passé, il peut pas juste... on l'a vu dans le film précédent. On l'a un peu vu dans le film précédent, et surtout, je trouve que le film n'interroge pas vraiment, parce que ça se finit plutôt sur le fils a réussi à prouver sa valeur, donc le père l'accepte, et pas du tout sur mais en fait, ce principe de devoir se prouver en tant qu'homme est, voilà, je sais pas, macho, archaïque, etc. Et le film a du mal, en fait, En fait, on voit un peu les derniers canevas qui restent. Et en plus, le film prétend être une histoire de passation de pouvoir entre les parents et les enfants. D'ailleurs, c'est Loak qui est la voix off du film, contrairement au précédent qui était Jake Sully. Sauf qu'en fait, quand il donne le pouvoir aux enfants en disant « Ah, c'est vous les jeunes qui êtes la voix du futur pour contrer l'invasion barbare, etc. » Qu'est-ce que font les jeunes ? Ils disent « On va faire la guerre avec les baleines, comme vous dans le 2. » C'est trop bizarre, C'est encore une occasion manquée, quoi. Franchement, moi, j'aurais trouvé ça super intéressant qu'ils disent « Ah, ok, vous trouvez que faire la guerre ou que nos méthodes à nous ne sont pas les bonnes. Qu'est-ce que vous proposez comme futur désirable, quoi ?» Et en fait, ils retrouvent la même partition. Donc... De fond belliciste bizarre qui persiste, très bizarre. Colle à la peau de cette saga. La peau bleue. Pas mal, mec.